L'intelligence artificielle, je pense que tout le monde l'a intégrée. On la voit tellement partout, tous les jours, que c'est impossible de passer à côté. Et même sur les marchés financiers, c'est devenu la tendance à suivre. Le problème, et ça fait déjà un moment que ça dure, c'est qu'on a une réelle euphorie sur l'intelligence artificielle. Et de l'autre côté, du point de vue macroéconomique, on est en train de vivre un réel stress. Aujourd'hui, je vous propose de voir tout ça ensemble, de décortiquer les chiffres et de voir comment on peut se positionner intelligemment. Petit rappel avant de poursuivre, cette vidéo n'est pas un conseil financier, mais uniquement une vidéo à but éducatif, alors faites toujours vos propres recherches. Mais par contre, si vous kiffez la finance, vous êtes sur la bonne chaîne YouTube, alors n'hésitez pas à lâcher un like et à vous abonner, ça me fera très plaisir. On commence directement avec des marchés actions qui sont proches des sommets historiques. Comme je vous l'ai dit, ils sont propulsés par une réelle euphorie autour des valeurs technologiques et de l'intelligence artificielle. Mais par contre, si on se penche un peu plus dans l'économie, il y a de réelles embûches. Première chose, on a des flux divergents entre les retail et les institutionnels. Les retail, c'est les investisseurs comme vous et moi, et puis les institutionnels, c'est tout simplement ceux qui font partie des institutions. J'entends par là les grosses banques, etc. Deuxième point, on a des tensions macro et politiques qui s'intensifient. Et troisième point, on a une dette qui est explosive aux États-Unis. Et tous ces éléments sont dans un cadre de shutdown gouvernemental, un shutdown qui est historique. Pourquoi historique? Parce que c'est tout simplement le plus long qu'il y a eu de l'histoire américaine. À tout ça s'ajoutent de possibles nouvelles restrictions sur les exportations de puces IA des États-Unis vers la Chine. Juste ici, je vous ai affiché les 3 points que je voulais aborder avec vous dans la suite de cette vidéo. Allez, c'est parti. Quand on regarde les chiffres un peu plus en profondeur, on est tous d'accord pour dire qu'il y a de l'euphorie, que le marché il est très concentré et qu'il y a des flux divergents. Le rallye boursier actuel, il est préoccupant du fait de sa vulnérabilité au choc. On va le voir ensemble, mais l'indicateur d'euphorie de Barclays, il est dans sa zone haute. Ensuite, la corrélation du SP500, elle est tombée dans sa zone basse pluriannuelle à 0,13. Et le marché, il tient uniquement grâce à une concentration extrême sur quelques méga capitalisations technologiques qui performent bien. En plus de ça, l'indicateur de Warren Buffett, il atteint les 2,1 à 2,2 fois. Sachez que c'est un niveau historiquement tendu et du coup la marge de sécurité elle est quasi inexistante. Et en plus de ça, les flux institutionnels et retail, ils sont divergents. Juste ici, vous avez un graphe entre les années 2004 et 2026 avec le Barclays Equity Euphoria, donc l'indicateur d'euphorie de Barclays. Et juste au-dessus, en bleu foncé, vous avez l'indicateur de Warren Buffett. C'est tout simplement la market cap des actions américaines sur le PIB annuel des États-Unis. Premier point à remarquer, c'est ici l'indicateur d'euphorie de Barclays. Il est sur un sommet historique à 12%. Pas besoin de vous faire un dessin, mais juste avant la crise des subprimes, on était ici à environ 9% et ensuite il s'est effondré parce qu'on a eu un crack. Deuxième chose, l'indicateur de Warren Buffett, il est aussi sur un sommet historique plus haut que dans les années 2021-2022. Et à nouveau, si on compare par rapport à juste avant la crise des subprimes, on est bien plus élevé. On enchaîne sur ce graphe avec la corrélation du SP500 et plus particulièrement la moyenne sur 3 mois. Qu'est-ce que la corrélation du SP500 par rapport aux actions? Une corrélation positive avec un maximum de 1, ça veut dire que l'indice et les actions se comportent de la même manière. Donc soit ils montent en même temps, soit ils descendent en même temps. Une corrélation négative avec un maximum de -1, ça veut dire que quand l'un monte, l'autre descend. Et vice versa, quand l'un descend, l'autre monte. La dernière possibilité, c'est une corrélation de 0. Ça veut tout simplement dire qu'il n'y a pas de corrélation. En gros, l'un il peut monter pendant que l'autre descend. Ensuite, on regarde un petit peu après, ils vont monter les deux en même temps. Ensuite, ils vont descendre les deux en même temps. Ensuite, l'un va descendre, l'autre va monter, etc. Absolument zéro corrélation. Ils vont tout simplement être indépendants l'un de l'autre. Après cette partie théorie, on analyse que la corrélation actuelle, elle est à 0,13. Donc tout simplement, l'indice et les actions du SP500 sont entre les deux absolument pas reliés. Et si on regarde, ce niveau, c'est parmi le plus bas qu'il puisse exister, en tout cas dans l'histoire. Sur cette image, on a les achats nets ou les ventes nettes, que ce soit d'ETF ou d'actions. Et si on se penche sur le total, on voit que la semaine passée, ici en bleu clair, on se situe autour des moins 6 000 millions de dollars. Donc ça nous fait environ 6 milliards de ventes nettes. Et toujours par rapport à la semaine passée, regardez les retail, ici ils ont acheté, et les institutionnels, eux, ils ont fait quoi? Ils ont vendu massivement. Et c'est bien là le point divergent dont je vous parlais en début de vidéo. Et puis si on regarde la moyenne sur 4 semaines, on voit
qu'au niveau du total, on est plutôt en achat. Et cet achat, il est porté globalement par les retail, donc les investisseurs comme vous et moi. Et si on compare les retail aux institutionnels, on voit que les institutionnels, sur les 4 semaines passées, vendent. À nouveau, que ce soit sur la semaine passée ou sur les 4 dernières semaines, on a une divergence. Prochain graphique, c'est le Shiller PE ratio, donc c'est un ratio de price to earnings. Ici, vous voyez ce pic, c'est le pic pendant la bulle Internet, dans les années 2000. Et si on regarde actuellement, on est sur le deuxième niveau historique le plus élevé. Et on a franchi le pic qu'on avait établi en 2024. À nouveau, ce graphique, il nous montre l'euphorie qu'il y a actuellement et l'évaluation extrême des actions. Ici, ce que je voulais vous montrer, c'est les retours annuels pour les 10 prochaines années qui sont projetés. Vous voyez que sur les grosses entreprises américaines de type croissance, on est sur un retour de moins 1% sur les 10 prochaines années. Dernier graphique, après je vous embête plus, c'est le ratio entre le SP500 équipondéré et le SP500 normal. En gros, plus on est élevé, plus le SP500 normal et celui équipondéré se comportent de la même manière, et plus on est bas, plus ils se comportent de manière différente. Ou dit autrement, plus on est élevé, plus toutes les actions du SP500 se comportent de la même manière, et actuellement du coup serait en hausse, mais ce n'est pas le cas parce que là on est sur un niveau le plus bas et ça veut dire que les plus grosses entreprises du SP500 type Nvidia, Meta, Amazon, Microsoft et les autres, eh ben elles sont à la hausse pendant que tout le reste est à la baisse. Avant de passer à la suite et pour être plus précis sur les chiffres, les investisseurs institutionnels ont vendu pour 7,6 milliards de dollars d'actions récemment, alors que les particuliers, eux, ils ont acheté pour 0,8 milliards de dollars. Sur cette slide, je voulais aborder avec vous l'hyper-réactivité des marchés actuellement. Que ce soit pour des restrictions d'États-Unis à la Chine ou inversement, des résultats, de la guidance, le moindre titre dans les news déclenche des swings massifs. Dit autrement, les valeurs phares, donc les valeurs tech, elles subissent des variations de capitalisation vertigineuses en réaction aux news réglementaires, mais aussi aux résultats trimestriels et aux déclarations des dirigeants. Et justement, cette volatilité, elle résulte directement de la concentration extrême du leadership boursier sur quelques titres technologiques. Et ça, on l'a vu juste avant. Maintenant, quelques exemples avec tout d'abord Nvidia qui a perdu 400 jusqu'à 500 milliards de capitalisation en 3 jours suite au discours de Jensen Huang. Deuxième exemple, Meta, ils ont perdu 17% suite aux earnings. Et tout ça parce qu'ils ont annoncé des capex très élevés pour 2025 et encore plus élevés pour 2026 et qu'ils ont dû payer une amende avec beaucoup d'impôts. Troisième exemple qu'on a, c'est Palantir qui ont perdu 15% depuis l'ATH. Et ça, on peut le comprendre par une prise de profit, mais aussi par Michael Burry qui s'est mis à shorter massivement Palantir. Pour ce qui est de l'actualité réglementaire qui fait baisser massivement Nvidia, on a les États-Unis qui envisagent d'élargir les restrictions sur les puces qu'on appelle scale down exportées vers la Chine. Et Jensen Huang, donc le CEO de Nvidia, il a déclaré que la Chine est à des nanosecondes derrière les États-Unis en termes d'intelligence artificielle. Donc la Chine serait très proche des États-Unis dans cette guerre de l'intelligence artificielle et il a même précisé qu'il est important pour les États-Unis de gagner cette course. Autre chose que je voulais vous montrer, c'est les cargos qui sont au départ de la Chine pour les États-Unis. Alors vous voyez très clairement qu'on avait eu une première baisse et ça c'était avant les tarifs des États-Unis. Ensuite on a eu une grosse chute ici juste après les tarifs annoncés par Trump. Ensuite, on a eu un rebondissement et une stabilisation. Et là, actuellement, ça descend à nouveau. Et on est même sur un des niveaux les plus bas de départ du coup des cargos de la Chine vers les États-Unis. Et deuxième chose par rapport à la Chine que je voulais vous montrer, c'est ces exportations qui se contractent pour la première fois en presque 2 ans. Regardez juste ici, les exportations, elles ont chuté par rapport à l'année passée. Et le seul autre moment rapide qu'on avait eu négatif, c'était en avril ou par là 2024. Et c'est pas tout, on voit que ces importations avaient massivement chuté entre juillet 2024 et janvier 2025, et là actuellement elles rechutent massivement. Bon, tout ça pour vous donner une image globale, mais la Chine ne se porte pas bien. Le message clé pour vous investisseurs, c'est de maintenir un positionnement structurel sur la tendance de l'intelligence artificielle, tout en distinguant le bruit médiatique. Ce que vous devez absolument surveiller, c'est la tendance des hyperscalers, donc des grosses entreprises d'intelligence artificielle. C'est véritablement cette révolution qu'on est en train de vivre qu'il faut suivre et pas uniquement les news qu'on peut voir dans les journaux jour après jour. Ensuite, on aborde ensemble le risque politique entre coûts macro et perturbations logistiques. Première chose, le shutdown du gouvernement américain, il a des répercussions sur l'aviation civile, mais aussi des impacts économiques mesurables. Et ces perturbations, elles s'ajoutent aux incertitudes commerciales liées aux tarifs douaniers et leur potentiel de contestation juridique. On a des données qui sont sorties récemment concernant le shutdown et son coût,
du PIB. Par semaine, ça pourrait coûter à l'économie américaine entre 10 et 30 milliards de PIB. Et vous le voyez, KPMG, ils estiment que c'est 10 milliards, Barclays 11 milliards, Scott Bessent 15 milliards, Oxford Economics 16 milliards et Moody's, les pires, ils estiment 30 milliards de pertes de PIB par semaine. Par rapport à ce shutdown, on a des paiements qui sont retardés, une productivité publique qui est en baisse et une confiance des consommateurs et des entreprises également affectée par cette incertitude politique. L'autre chose qu'il faut savoir par rapport à ce shutdown, c'est que la FAA, donc l'administration fédérale de l'aviation, elle va couper les vols aux États-Unis. On va avoir jusqu'à moins 10% de vols sur 40 aéroports avec un déploiement progressif. Comme le gouvernement est en shutdown, il ne peut plus payer ses employés qui sont placés au chômage temporaire. Face à ça, la FAA elle a une priorité de sécurité absolue face aux contraintes de personnel. Les contrôleurs aériens, ils sont en sous-effectif, créant des goulots d'étranglement. Et l'impact économique régional sur le tourisme et les déplacements d'affaires, il est réel. Voyons ensemble les tarifs douaniers et le risque juridique. Vous en avez peut-être entendu parler, mais les tarifs américains, ils sont passés à la Cour suprême. Et maintenant, c'est à la Cour suprême d'établir si Trump il avait le droit de mettre ces tarifs en place ou pas. Ici, vous avez les probabilités de Poly Market que la Cour suprême elle soit en faveur des tarifs de Trump. Et vous voyez qu'il y a 28% de chances que les tarifs de Trump ils soient acceptés et jugés comme légaux. Maintenant, en cas d'invalidation juridique partielle des tarifs US imposés, un scénario extrême pourrait conduire à des remboursements substantiels aux importateurs. Et ces remboursements, ils pourraient atteindre les 1000 milliards de dollars. C'est abusé. Mais attention, ça reste un scénario et rien n'est actuellement acquis. Mais quand même, vous voyez l'incertitude qui plane sur les États-Unis. Elle est extrême. Dernier point que je voulais aborder avec vous, c'est la stagflation des services. Premier point, on a une activité qui est modérément positive, mais une inflation persistante. Les ménages, eux, ils sont endettés à un niveau historique. Et les petites entreprises, elles sont sous pression. Et donc cette combinaison, elle suggère un ralentissement à venir avec des prix qui restent collants. Pour tous ceux pour qui ça ne parle pas, on va voir ensemble les graphiques. Ici en rouge clair, vous avez premièrement les zones de récession. Maintenant ce graphique, il affiche les prix payés par les managers dans les services. Il faut savoir que l'économie américaine repose majoritairement sur des services. Bon, ce graphe, il nous dit qu'au-dessus de 50, les prix, ils augmentent. Et en dessous de 50, les prix, ils baissent. Et là, regardez, après le Covid, on était autour des 80-85. Vous le savez, on vivait une grosse inflation et les prix, ils étaient tous à la hausse. Ensuite, cette inflation, elle a diminué et là, qu'est-ce qu'elle fait? Elle repart à la hausse. Et on a atteint les 70 points sur 100. Deuxième graphique, la dette portée par les ménages et sa composition. On voit que ça bouge entre 2003 et 2025. Bon, pas besoin de vous faire un dessin, regardez la dette totale comme elle explose à la hausse. Et là actuellement, au troisième quarter, on a atteint les 18,59 000 milliards de dollars. C'est tout simplement phénoménal. Et la plus grosse partie de la dette, elle est justement en prêt hypothécaire. Deuxième plus gros élément de la dette, c'est les prêts empruntés par les étudiants. Ces étudiants, et on le verra par la suite, qui auront peut-être peu de chances de trouver du travail. Regardez maintenant ici les remerciements pour le mois d'octobre, un plus haut depuis 2003. On a atteint, si je ne me trompe pas, les 159 000 remerciements en un mois. Et c'est uniquement des remerciements dans les centres de stockage et dans la technologie. Regardez bien la tendance, si on exclut le Covid, c'est une hausse vertigineuse. Ici, on a des chiffres qui nous sont donnés par une entreprise qui s'appelle LinkUp sur la création d'emplois aux États-Unis. En bleu foncé, vous avez les vrais chiffres publiés, en bleu clair, les attentes du marché, et ici en orange, les prévisions de LinkUp. Bon, comme on est en shutdown, tout d'abord, on n'a pas de chiffres qui sont publiés par le BLS. Mais si on regarde les attentes de LinkUp, on voit qu'ils s'attendent à un emploi qui diminue. Donc à la place d'avoir des créations d'emplois, on a des diminutions de postes. Et vous le voyez, quand on regarde les datas, elles vont un peu toutes dans le même sens. Troisième graphique, il concerne les jobs ajoutés dans les petites entreprises privées. Bon, je vous fais pas un dessin, si on regarde la moyenne sur 3 mois et les jobs ajoutés mois après mois, on voit que les deux sont négatifs. Donc à la place d'avoir des créations d'emplois dans les petites entreprises, on a des diminutions d'emplois. En dessous, vous avez un petit récap écrit. Je vous laisse mettre pause si vous voulez le lire, mais moi je vais avancer parce que sinon la vidéo elle va être trop longue. Conclusion, comment naviguer dans l'environnement actuel. Le marché, il a connu une croissance significative, mais des ajustements sont à prévoir. C'est important pour vous d'avoir une approche stratégique pour gérer les risques et saisir les opportunités, sinon vous allez être absolument perdu. On le sait, récemment, le marché, il a gagné entre 30 et 40%. C'est phénoménal. Donc forcément, quand on a autant de gains, il faut pouvoir s'attendre à un recul. Et un recul entre 5 et 10% serait absolument possible. J'ai envie de vous dire, attention, vigilance, il y a des risques
à court terme. En plus de ça, le marché il est très concentré et la faible participation le rend vulnérable aux chocs d'actualité. Et on en a vu certains exemples dans cette vidéo. Maintenant, pour avoir une stratégie robuste, essayez de privilégier la qualité. Si des entreprises telles que Nvidia, Palantir ou Meta peuvent perdre entre 10 et 15%, imaginez les entreprises qui ne font pas de chiffres. Oubliez-les directement, toutes ces entreprises, elles vont finir à la poubelle. Donc vraiment, concentrez-vous sur de la qualité supérieure. Ensuite, diversifiez, que ce soit géographiquement ou sectoriellement. Et troisième point, pour vous couvrir, maintenez du cash ou alors des matières premières telles que de l'or. C'est important d'avoir ces liquidités à disposition pour saisir des opportunités lors de corrections techniques. Et même, j'ai envie de pousser ça plus loin, si on a un crack réel, vous serez content d'avoir du cash pour acheter au plus bas. Et voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez kiffé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un like et à vous abonner, ça me fera très plaisir. Dites-moi en commentaire si vous kiffez ce genre de format et moi je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien, allez, ciao ciao.